Ok, donc parfait. On se retrouve cette fois-ci sur le Kali. On va passer du point de vue de l'attaquant, hein. Le principe de l'énumération, c'est scanner des machines pour avoir une meilleure compréhension de la surface d'attaque. Pourquoi on fait des détections de failles, du vulnerability assessment ou du pen test, du test d'intrusion, puisqu'on veut comprendre en fait les modes, hein, de configuration des différentes machines. Peut-être il y a un mauvais réglage, une mauvaise configuration qui va nous permettre d'en savoir un peu plus. D'accord? Si c'est configuré par défaut, et par défaut, on a vu que on avait différents types de protocoles. Le SMB1 est faillible. D'accord? Donc, au cas où on se retrouverait sur des machines qui ont été configurées à la va-vite, comment on peut utiliser ces défauts, soit d'implémentation, soit de configuration, pour énumérer. Qu'est-ce que l'énumération? Eh bien, je veux en savoir plus. Je veux comprendre la surface d'attaque pour comprendre les services qui tournent sur la machine, pour ensuite, moi, dans ma tête, pouvoir comprendre éventuellement les vecteurs d'attaque, hein, qui vont être fonctionnels pour récupérer de l'information, Intel Gathering, reconnaissance, hein, phase de reconnaissance pour mieux comprendre ce que je suis en train d'attaquer, et faire du recueil d'informations, c'est-à-dire sans pirater la machine, déjà, qu'est-ce qu'elle peut m'en apprendre, hein, sur elle et sur les services qui tournent sur cette machine. Donc là, ils ont été gentils, nous ont donné l'adresse IP, hein, c'est celle-ci qu'on va pinguer, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je peux commencer très simple, sans me prendre la tête, c'est-à-dire quoi? Lui donner l'adresse IP de la machine. Donc on peut commencer très simple. Donc pareil, MSRPC, du NetBIOS, ceux-là sont inconnus, mais on voit bien qu'il y a du RDP, il y a du 445. Ok, donc là je comprends mieux, hein. J'ai vu comment je pouvais monter, démonter des partages réseau. On a vu qu'on avait accès, hein, à l'utilisateur, c'est administrateur, et on connaît le mot de passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là pour récupérer de plus amples informations? Voilà. Donc là, on voit qu'il analyse, il arrive à retrouver du RPC. D'accord? Alors qu'avant, on était en unknown. Bon, parfait. On sait qu'il y a du SMB, et moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est le 445. D'accord? Donc, je vais lui dire, écoute, Coco, t'es gentil, Nmap, pas de problème, mais moi, je veux uniquement le 445. D'accord? Et on va lui mettre naturellement l'adresse IP. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Eh ben, on va lui dire avant ou après, hein, en fait, hein, faites comme vous voulez. J'aurais pu le mettre après le P445. On va appeler les scripts NSE, hein, qui sont des scripts au sein de Nmap. Je vous en avais déjà parlé. Donc, j'appelle la demande de script, et après, il faut que je lui donne le nom des scripts. Alors, vous avez plus de 1000 scripts disponibles dans NSE à la racine, hein, où est installé votre Nmap. Je ne sais pas si vous utilisez Windows, Linux, Mac, peu importe. Dès que vous installez Nmap sur votre machine, il y a également les NSE, hein, les scripts d'énumération qui sont utiles. Nous, vous l'avez compris, on a toute une série de scripts qui commencent par SMB. SMB quelque chose. Alors, le plus sympa pour commencer, c'est peut-être pour comprendre, hein. Protocole, on va demander en fait ce qu'on appelle du versioning. C'est-à-dire, je veux connaître la version, hein. Si éventuellement il y a un downgrade sur la machine, donc je reviens à mon exemple de tout à l'heure, tu sais que le SMB 3.0, 3.111 est la dernière version. Si là, je suis à 1.0, il y a peut-être une faille, hein, de sécurité, d'authentification que je vais pouvoir venir exploiter pour récupérer de l'information, ni plus ni moins. Donc on le lance, ça va venir lancer le SMB Protocols, et on va voir les versions qui sont utilisées par notre serveur. Et là, ça commence mal. On voit tout de suite qu'au niveau des dialectes, hein, comme on les appelle, on voit les différentes versions, hein, qui sont utilisées. Donc là, on voit qu'on ne monte pas au 3.1.1, hein, on est bloqué maximum à 3.0.2. Mais il y a un gros souci, c'est qu'il nous dit que par défaut, sur cette machine, c'est le NTLM. Et le NTLM 0.12, vous savez qu'il est complètement pété, hein. Le SMB V1, il te le dit, attention, hein, c'est dangereux, hein. Mais apparemment, c'est la configuration par défaut sur cette machine. Donc là, tu peux commencer à te dire, pardon, que visiblement, il y a un défaut de configuration sur la machine. D'accord? Ça utilise le premier protocole SMB. Ça veut dire que
partir de là, tu as compris qu'il y a peut-être des possibilités qui s'offrent à nous pour continuer à énumérer, récupérer de l'information, puisque le niveau de sécurité SMB est au plus bas. D'accord? Donc, pour confirmer tout ça, on a un autre script qui s'appelle Security Mode. D'accord? Donc, on va faire de façon séquentielle et on va récupérer toutes ces informations qui vont mieux me permettre de comprendre la surface d'attaque que j'attaque, justement. D'accord? En tout cas, là, je suis pas en train de l'attaquer, je suis en train d'énumérer, de faire ma phase de reconnaissance. Alors, je fais mon petit rappel de commande et on a vu qu'on lançait là le script qui s'appelle SMB-du protocols. Ok, mais on en a plein d'autres. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, je vous l'ai dit. On a SMB Security Mode. Pareil. Qu'est-ce qu'on voit? On nous dit Coco, sur le 445, en effet, il y a bien le SMB. Je regarde au niveau du script, voilà ce que je récupère. Visiblement, il y a un compte invité qui est possible au niveau de l'identification en tant qu'utilisateur. Donc, il y a un compte invité qui n'a pas été désactivé. Il supporte le principe de challenge, challenge défi-réponse, puisque vous savez que avec le NTLM, au sein de l'Active Directory, on utilise beaucoup ce principe de challenge et de response, d'accord? Donc, on va envoyer une requête au serveur. Le serveur va récupérer notre requête, va hacher, d'accord, via un algo, le challenge, et l'ordinateur, mon ordinateur récupère le challenge et va dériver à partir du challenge la réponse au défi. D'accord? Si la réponse est bonne, le serveur m'authentifie. Je vous l'avais déjà expliqué, je suis en train de résumer trivialement. C'est toujours plus compliqué, mais il nous confirme que quoi? Bah, que le message sign in, il est disable. Donc encore une fois, on se retrouve avec une nouvelle composante qui a été mal configurée sur le serveur et visiblement, bah, on n'a pas besoin de signer nos messages. D'accord? Donc ça pourrait quoi? Ça pourrait tout simplement affaiblir le principe de challenge response puisque c'est pas configuré sur la machine. Donc, compte invité, message sign in qui est désactivé, ça commence à sentir pas bon. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? J'ai une machine IP, j'ai son mot de passe, j'ai son administrateur, je sais qu'il y a moyen de s'inviter, puisqu'il y a un compte invité, guest, et je vois que le niveau de sécurité est au plus bas. D'accord? Donc, on va encore utiliser un nouveau script Nmap qui va nous permettre, cette fois-ci, d'énumérer éventuellement les sessions et voir ce qu'on peut récupérer en su sur les utilisateurs qui sont présents au sein du système. Alors, pareil, SMB, enum, donc comme énumération, et qu'est-ce que je veux? Les sessions qui sont présentes. Il nous dit, écoute Coco, là je regarde et tu vois, il y a bien un utilisateur qui est connecté, quoi. Et ben sur cette machine, il y a Bob qui est connecté. Since, il sait pas. Il n'est pas capable de me dire depuis combien de temps est connecté Bob. Mais je sais que Bob, qu'est-ce qu'il y a? Bob est connecté à la machine sans aucun mot de passe. Comment je sais ça? Puisque c'est le compte invité. Tu sais que sur chaque Windows, tu as un guest, un compte invité, et ce compte invité, bien qu'il soit à bas privilège, c'est pas un compte à haut privilège administrateur local, mais je peux me connecter à la machine, utiliser la machine en tant qu'invité sans aucun mot de passe. Typiquement, on fait ça si jamais tu veux passer ton ordinateur à un pote. Il te dit, écoute, j'ai besoin de bosser sur ta machine. Tu lui crées un compte invité, d'accord? Et tu as bien compris qu'avec son compte invité, il va pas accéder à ce que tu as sur ton file system, sur ton système de fichiers. Il aura sa simple session invitée, d'accord? Et il pourra quand même faire appel, en fonction des droits que tu vas lui donner et tout ça, aux programmes qui sont installés sur ta session, d'accord? Donc Bob utilise l'ordinateur de David, qui est quoi? Qui a un compte local, soit à bas privilège, soit à haut privilège. Mais le compte invité, de toute façon, un compte invité à haut privilège, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que de facto, il est à bas privilège. Pourquoi il est à bas privilège? Puisque ça nécessite aucun mot de passe. D'accord? Donc on commence à comprendre que ok, il y a un système invité qui est configuré, qui est mal configuré. Au niveau du SMB, là, c'est très, très, très permissif. Donc, on va continuer notre énumération. Et maintenant que je dispose, je sais qu'il y a Bob qui est dessus. Mais Bob, comme je te disais, il est à bas privilège. C'est pas très intéressant pour nous. Moi, ce que je veux, c'est voir ce qu'on peut faire à partir du compte
de l'administrateur. Donc, on reprend notre commande. Rappel de commande avec la flèche du haut. On peut appeler des scripts. Qu'est-ce que je viens de faire? J'appelle un script qui s'appelle smb-enum session. Et je peux passer des arguments aussi au script. Comment je fais ça? C'est pareil. Je vais lui dire script. Et vous savez qu'en programmation, en bas niveau, tout ça, on parle de args. Les args, ce sont nos arguments. De quel argument on a besoin? Clé, valeur. On a besoin de 2 clés. C'est quoi? La première clé, c'est le SMB username. Typiquement, c'est le nom d'utilisateur SMB avec sa valeur. Ici, ça sera administrateur. Et ensuite, il nous faut SMB password avec le mot de passe de l'utilisateur. Vous l'avez compris. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous, je vais lui dire script as, je veux que SMB username est égal à administrateur, virgule, et concaténer, qu'est-ce que je lui dis? Je veux également que la variable SMB password soit égale tout simplement au mot de passe de l'utilisateur. On a vu que c'était SMB serveur, il y avait un underscore 771 sur la machine 10 de 24 38. À savoir, là c'est un petit peu mieux si t'es pas dyslexique. D'accord? Donc vous voyez que on revient sur Bob. Et cette fois-ci, il arrive à récupérer. Intéressant. Depuis quand est connecté Bob? Mais intéressant. Active SMB Session. Il nous dit, attends. Il y a aussi une connexion SMB active qui n'était pas détectée et l'administrateur est connecté. Intéressant. L'administrateur est connecté à partir du 10.10.18.5. Peut-être qu'il est déjà connecté. C'est peut-être toi. Ou il est en mode idle. Donc ça veut dire que il fait rien, mais il est encore connecté sur le bureau. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas maintenant vu qu'il est connecté de la 10.10.18.5 sur la 10.2.2.24.38, d'accord, et qu'il est en idle, d'accord, c'est-à-dire qu'il est connecté à la machine mais il l'utilise pas, est-ce qu'on pourrait pas se servir de quoi? De ses accès pour pouvoir énumérer, en apprendre un peu plus. D'accord? Donc, on va faire un enum share. On va énumérer les partages, comme on l'a vu précédemment, mais de façon, plus détaillée. D'accord? Donc, je reste sur ma machine et on va appeler un nouveau script. Donc, on a vu qu'on jouait sur enum session, mais on a également enum shares. Les partages. Énumère-moi les partages. Parfait. Je vais le laisser terminer. Donc déjà, qu'est-ce qu'il nous trouve? On voit l'enum char. On voit qu'il y a en effet le compte invité qui est connecté via l'UNC à admin $. Donc là, c'est carrément le share, le partage distant des administrateurs. Est-ce qu'il y a accès en anonyme? Non. Est-ce qu'il y a un accès actuellement? Non. Bon. Par contre, au niveau du C, on voit qu'il y a la possibilité de lire quand même sur le C. Donc je pourrais pas écrire, mais je peux quand même lire. On voit le C$, donc qui est le même C, mais cette fois-ci qui est partagé sur le réseau, puisqu'il y a le $, on voit que c'est en access known, le D, on est en known, le document, on est en read, le download, on est en read, les IPC, le partage au niveau des remote IPC, on est en read and write, et il y a visiblement quoi? Il y a visiblement une imprimante sur le réseau. Comment je sais ça? Print $. Pareil, c'est lié à la variable. Il y a un printer, il y a une imprimante qui est en réseau et je peux lire, mais je ne peux pas écrire. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tous les partages utilisés à la fois par l'invité et on voit les différentes permissions. D'accord? Ce qui est intéressant pour nous là, c'est les IPC. Les IPC, si je reviens un petit peu là-dessus, on voit qu'on a du read et du write. Intéressant. J'ai le droit en écriture. Les IPC, c'est connu comme une connexion, ce qu'on appelle une null session. D'accord? Quand on va utiliser cette session, Windows va permettre certaines activités
de façon anonyme au niveau des utilisateurs, comme énumérer des noms de domaine, des comptes liés au domaine, pardon, et puis les partages réseau. Alors, pourquoi l'IPC dollar existe, ce partage, puisqu'il fait partie en fait tout simplement du service au sein de Windows Server. C'est un partage spécial qui existe pour permettre toutes les connexions via des tubes nommés, des pipe connections comme on les appelle, et ça permet au sein de l'écosystème Windows, c'est un composant comme un autre, et qui va permettre de faire des appels vers différentes applications qui sont installées au sein du système. Certains utilisateurs ou certains groupes qui ont les autorisations peuvent accéder via ce tube nommé et pouvoir faire des requêtes, comme on l'a vu. Donc pareil, c'est les bases, c'est ce qu'on appelle l'anonymous access, d'accord? By using network access policy settings. Encore une fois, je vous mettrai la documentation Windows, je n'invente rien. Donc là, on va recommencer. Je vais rappeler ma commande. Vous vous rappelez qu'on avait fait un script args, pas de problème. Par contre, on était en smb enum session. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux varier les plaisirs. On a vu qu'on peut remettre un shares, d'accord? Et cette fois-ci, je lui spécifie quelle est la différence. Je lui spécifie les accès de l'administrateur. Et là, on va voir la différence avec ce qu'il nous montrait. On nous a montré à quoi accès l'invité. Maintenant, je veux connaître l'admin, à quoi il a droit. D'accord? On va pouvoir comparer entre Bob, qui est invité, et entre l'administrateur, qui n'est pas invité, qui est résident. Donc on va avoir une vue sensiblement pareille. Par contre, vous avez bien compris qu'au niveau des ACL, des autorisations, l'administrateur risque d'avoir de plus amples privilèges, d'accord? Notamment en lecture, certes, mais surtout ce qui nous intéresse, nous, c'est l'écriture, d'accord? Je veux pouvoir accéder par exemple au C$. C$, tu sais que c'est, ok, le lecteur C partagé d'une machine, mais pour moi, c'est accéder au C2 points. D'accord? Et là, on voit tout de suite que ça n'a plus rien à voir. D'accord? Il nous dit, écoute, ok, cette fois-ci, pour l'administrateur, c'est plus Bob l'invité. Voilà ce que tu as. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a du read and write sur le partage admin. C'est normal, on est admin, on ne peut plus simple. Sur le C et le C$, c'est exactement pareil. On est en illimité. D'accord? C'est normal, c'est notre machine, on est administrateur local. Sur le D, c'est pareil, on peut également écrire. Dans document, on peut lire. Dans download, on peut lire. Au niveau des remote AFPC, pareil, on est en unlimited, read, write. Et au niveau du print, on est également en read, write. D'accord? Donc on voit que on a tout de suite plus de droits que notre ami Bob qui est invité sur la machine. Alors pareil, je reprends ma commande. On a vu qu'on pouvait enum user, enum share. D'accord? Donc on a fait share, on va passer à users en tant qu'admin. Et là, il nous dit quoi? Il nous dit Coco. Donc rappelle-toi, de 0 sous Linux. Je parle de Linux là. 0, c'est le root. C'est le plus haut niveau. D'accord? C'est le dieu dans la machine. Après, de 1 à 99, t'as quoi? T'as les comptes de service, ce qu'on appelle les daemons et pas que. D'accord? Le 100, c'est saltimbanque. 100, c'est le premier utilisateur. 101, c'est Toto, c'est le deuxième utilisateur. Donc, 0 réservé aux routes. De 1 à 99, les comptes de service, les daemons. 100, premier compte utilisateur, jusqu'à 1000, 2000, 3000, 4000 en fonction des distributions de Linux. Comment vous le configurez, tout ça. Je vous avais déjà expliqué, je vous redirige vers mes cours Linux. Par contre, sur Windows, il y a quoi? C'est différent. On compte pas de 0 à 1000. D'accord? On compte déjà 500. 500, c'est l'administrateur. D'accord? Et c'est ce qu'il nous dit. Tiens, regarde le read. Vous savez que donc les reads, on a les seed et les read. C'est le principe en Active Directory. Les identifiants relatifs là de l'administrateur au groupe administrateur, ça commencera tout le temps par 100. D'accord? Après, tu as le 501. Tu vois, un peu comme je te disais, on commence pas à partir de 1000, on commence à partir de 500. Alors, tu vois qu'il y a des comptes un peu spéciaux. Windows fonctionne différemment. Le root, c'est 500. D'accord? 501, c'est l'invité. Intéressant. Ah, et Bob,
C'est 1000. Donc c'est à partir de 1000. Donc tu vois que Windows fonctionne un peu différemment que Linux. D'accord? Mais il faut bien comprendre que sous Windows, tu commences à 500, c'est le plus haut niveau. Le NT Authority System, je crois qu'il est 500. Faudra vérifier, j'ai pas envie de vous dire de conneries. Donc qu'est-ce qu'on peut, à partir de là, en conclure? On voit qu'on a 3 read, 500, 1010 et 501. Le 501, c'est notre guest. Bob, c'est le 1010. Et l'administrateur, c'est tout le temps le 500. D'accord? Donc on voit qu'on a 3 utilisateurs, l'administrateur, Bob et l'invité. Maintenant, je voudrais récupérer un petit peu plus d'informations. On a vu que non seulement on a le 445, mais on a également le 137 et le 139 qui est NetBIOS, qui est beaucoup moins utilisé, puisqu'il est plus faillible, de nature faillible, mais on peut quand même récupérer les informations. On va juste changer de script. Alors, je relance ma commande. On garde tout ça. Au niveau de nos arguments, on est bon. Par contre, on va changer de script. Donc, on est toujours sur du SMB, sauf qu'on veut du serveur et on veut les stats. Ok, on récupère des métriques. On voit les statistiques qui sont connectées. Donc là, visiblement, depuis 32 minutes. J'ai lancé la machine il y a 32 minutes, ouais. Et on voit donc ça a été récupéré. Il y a eu 70 logins qui ont foiré sur la machine. Il y a eu 14 erreurs de permission, 0 erreur système, 0 erreur au niveau du spooler, d'impression, la file d'attente, et 76 fichiers qui sont actuellement ouverts. On a énuméré beaucoup de choses, mais je vous en ai parlé, mais on l'a pas encore fait. On a énuméré des serveurs, des utilisateurs, des partages. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Enum. On n'a pas parlé encore des domaines, d'accord? Puisqu'on est au sein de l'Active Directory. Donc, on récupère les différents groupes, ce qu'on appelle les built-in, c'est-à-dire construits au sein de Windows, de l'Active Directory. On a tous ces groupes et tu les retrouveras tout le temps. D'accord? Ils sont ici. Ils devraient être assez familiers si tu as quelques petites connaissances au niveau des informations des utilisateurs qui sont présents au sein d'un domaine. Donc là, on voit les différents groupes. Je te rappelle qu'un utilisateur peut faire partie d'un ou de plusieurs groupes. Quoi? La politique de séquestre des mots de passe. Là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, quand on fait des attaques de spraying, attaque spraying, c'est-à-dire on va faire des attaques de brute force. Au niveau des comptes, on va tester et ça va me permettre de savoir est-ce que je peux y aller de façon bourrin, d'accord, ou pas. Là, le premier truc qui doit attirer votre œil, déjà, c'est que quoi? Account lockout disable, ça veut dire qu'il n'y a pas de verrouillage de compte. Ça veut dire que typiquement, là, je vais pouvoir lancer une attaque de brute force et tester des milliards de possibilités. Jamais le compte sera verrouillé. Donc, c'est le pire problème de configuration, de défaut de configuration qui puisse être présent sur une machine. Vous l'avez bien compris. D'accord? Et puis, au niveau du mot de passe en soi, au niveau de la politique, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a NA, 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 NA. Donc, c'est non applicable. Non applicable, non applicable. Quoi? Il n'y a pas de longueur minimum qui est demandée. Il n'y a pas d'âge minimum. Il n'y a pas d'âge maximum. Et rien au niveau de l'historique. D'accord? Donc, on voit vraiment que c'est un réglage par défaut bâtard. D'accord? Et en plus, ce défaut de configuration existe depuis 2013. Donc, on voit voilà, ça sent pas bon. D'accord? L'autre compte, on voit que c'est administrateur Bob Quest. Et pareil, là-dessus, on est à 42 jours. Et il y a quand même des requis, des prérequis au niveau de la complexité du mot de passe. D'accord? Et encore une fois, encore plus grave, le disable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de verrouillage qui sera effectué sur ces comptes. Ça veut dire qu'on va pouvoir brute force le compte de Bob. Enfin, Bob, de Bob et de l'administrateur. Si jamais je les avais pas, tu as bien compris, c'est un exemple, c'est une démonstration. Et le guest, de toute façon, il se connecte sans mot de passe, donc on s'en fout. D'accord? Après les domaines, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui nous intéresse? Ça. Ok. J'ai le nom de mes groupes. Est-ce qu'il peut pas nous énumérer les groupes? Voilà les groupes qui sont présents. D'accord? Donc, 544, on a administrateur Bob, on a le 545. Alors là, tout de suite, c'est très intéressant. On voit cette succession. D'accord? Les comptes à
des comptes de service qui sont ici, avec les comptes utilisateurs, l'invité qui est 546, le Bob qui est 545, mais intéressant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le bulletin administrateur avec un read de 544, on a quoi? On a vu que Bob, on découvre que Bob, en fait, fait partie du groupe des administrateurs. D'accord? Donc Bob, c'est un utilisateur lambda, certes, mais il est quand même dans le groupe built-in administrateur. C'est-à-dire que, en fait, il est administrateur, ni plus ni moins. C'est ce qu'on voit. Et pour le reste, on est sur du empty vide. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est dedans. Le groupe est présent au sein du serveur, cependant, aucun utilisateur en fait partie. On continue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, plein de choses. Des énumes, vous en avez plein. Allez creuser, je vous montre pas tout parce que on a, qu'est-ce qu'on veut? Serveur, domaine, groupe, utilisateur, partage et service. On a nos services qui tournent sur la machine. Alors, on a le DS sur le SSMB, on a Amazon SMA Agent. Donc là, pareil, allez voir la documentation AWS. Typiquement, on est sur une instance EC2, c'est normal, je me connecte au cloud. C'est ce qu'on appelle l'Amazon Elastic Computer Cloud. Et on a des agents qui sont déployés sur les instances AWS qu'on appelle les SSM Agents, System Manager Agent. C'est un logiciel Windows qui s'exécute sur n'importe quelle instance EC2. Donc les appareils de périphérie, les serveurs sur site, les machines virtuelles, les VM. SSM Agent permet à System Manager de mettre à jour, de gérer, de configurer les ressources. Ça va traiter les demandes de service du System Manager dans la AWS Cloud et ensuite ça va exécuter comme spécifié les différentes demandes. L'SSM Agent il retourne les informations de statut de l'exécution au service System Manager à l'aide du service Amazon Message Delivery System, qu'on prénomme AMDS, mais qu'on appelle aussi EC2 Message. Donc encore une fois, là c'est la documentation Amazon. D'accord? On retrouve l'AWS Lightguest, puisque on est sur une instance Amazon, il n'y a pas qu'un agent SSM, on a généralement aussi un Lightguest, donc en mode invité. On voit toute la partie service pour tracking, télémétrie, diagnostic. Donc, alors c'est de l'EC2 ou pas? Oui, c'est de l'EC2. D'accord? Donc ça, c'est pour s'assurer que l'instance soit up, qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la configuration. Donc on voit plein de différents services. On a un partage également au niveau de l'imprimante. D'accord? Donc on est sur une instance sur le cloud, il y a les agents qui sont déployés comme n'importe quel EC2, puisque je me connecte à un serveur à distance sur le cloud EC2. T'as tout compris. D'accord? Donc là je récupère quoi? Je récupère de l'information qui commence à devenir utile. Je commence à comprendre que je suis en train d'attaquer une machine qui visiblement est déployée sur le cloud et via un EC2. D'accord? Donc ça me permet de mieux comprendre à quoi je m'attaque. Est-ce que la machine est chez le client? Visiblement là non, la machine elle est dans le cloud. D'accord? On le voit là, AWS, Amazon SSM, etc. EC2 config. D'accord? Donc allez voir la documentation encore une fois avant de poser des questions. Ok, donc on va, vous le savez, sous Linux on a quoi? On a vdir qui est égal à ls en fait. Quelle est la différence entre vdir et ls? Il n'y en a strictement aucune. Sauf que vdir c'est quoi? En gros c'est un alias vers quoi? ls? L? Ouais, on dirait un petit peu que ça ressemble furieusement. Manvdir? Manvdir? D'accord. Est-ce que par hasard c'est pas exactement le même que man ls? Oh, ça ressemble un petit peu. D'accord? Donc t'as vdir qui est un alias en fait. C'est un wrapper pour ls. D'accord? Tu peux utiliser vdir et tu le sais, tu peux utiliser dir. Dir, c'est un alias pour quoi? Pour les ingénieurs Microsoft qui utilisent Linux et qui sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas
la commande vdir, qui est elle-même un wrapper de la commande ls, list and sort. D'accord? Ou list, parce que certains disent que list. Moi, je crois que c'est list and sort, hein. C'est pas list, c'est list and sort. C'est non seulement tu listes, mais tu tries. Alors, je peux me tromper, hein. Là, franchement, s'il y a un gros débat sur ls dans les commentaires, allez-y. D'accord? Donc voilà, ça c'est les bases, vdir, et nous, là, on va demander un ls, mais au niveau du SMB. Donc, qu'est-ce que je veux? Je commence à avoir une meilleure vision, hein, de ce que je suis en train d'énumérer. J'ai récupéré pas mal d'informations, c'est ma phase de recueil d'informations. Et maintenant, je suis pas présent sur la machine, mais je voudrais faire un dir. Dir sous Windows, vous le savez, ça nous permet de lister. Mais je suis pas sur la machine. Comment je peux lister les documents qui sont présents dans les répertoires partagés sur le share? Eh ben, on va utiliser un autre script. Donc, je rappelle, j'ai besoin de me connecter toujours avec mes args en tant que administrateur, hein, puisque sinon j'aurais pas les droits. Tu as bien compris, ça poserait de sérieux problèmes. Et on va utiliser 2 scripts à la fois. Alors, c'est exactement comme ce principe. Je passe une variable, j'en passe une deuxième. D'accord? Là, c'est pareil. On va lui passer le premier script. C'est pas enum service, on va enum shares. D'accord? Virgule. Et je lui dis aussi smb ls. ls comme list and sort. Donc, ça va lancer 2 scripts, smb enum share et smb ls en même temps. Surtout pas de presser, quoi. Donc là, tout simplement, on va voir si tout se passe bien. Voilà. On va pouvoir non seulement connaître les partages qui ont été montés, mais ça, on les connaissait déjà. Mais maintenant, en su, on a le ls, c'est-à-dire qu'on a la structure. D'accord? Donc, si on remonte un petit peu, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la similitude de tout à l'heure, puisque c'est le premier script, sm enum shares, ça, je l'ai déjà lancé. Donc, ces informations, on les a déjà vues ensemble. Et ensuite, second script, smb ls. Tu vois quoi? Tu vois une séparation ici, hein? Tu vois un tiré du bas. C'est quoi? Ça veut dire que ça, c'est le premier script, hein, c'est le retour, la vue du premier script. Je suis désolé, ça lag, mais voilà, je voulais tout mettre en blanc et confond pas. Dès que tu vois ça, ça veut dire qu'on passe au second script. Et nous, c'est le ls. C'est ça qui nous intéresse. Et si on regarde ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit la DFS, on voit le C, donc en local, on voit le C qui est exactement pareil. Quelle est la différence? Il n'y en a aucune. Si, le C, tu peux l'atteindre que sur ta machine. Le C$, c'est ton C atteignable à partir du réseau. Comment je sais ça? Il y a $1. Regarde, les imprimantes raison, elles ont quoi? Elles ont $1. D'accord? Là, tu es en local. D'accord? Là, tu es en document. D'accord? Et je vois un petit peu les documents qui s'y trouvent. D'accord? Donc, vous voyez qu'on n'attaque pas la machine, mais on énumère. Je comprends beaucoup mieux ce qui se passe, quels sont les utilisateurs, les domaines, les partages, les accès, quel est le protocole, quelle est la version du protocole, quelles sont les failles, est-ce qu'il y a eu des montées de version, est-ce qu'il y a des choses bizarres qui se sont passées, on a vu qu'il y a eu des erreurs, des gens qui ont tenté de se connecter à ce serveur et qui se sont trompés sur leur mot de passe. Tout ça, ça va me permettre, avant d'attaquer, de mieux comprendre ce que je dois attaquer, d'accord? Et quels seront les vecteurs d'attaque possibles pour attaquer la machine. D'accord? Donc voilà, phase de reconnaissance et pareil, les bases, hein, l'ADFS, si vous ne connaissez pas. Donc l'ADFS, pareil, on est au sein de l'Active Directory, c'est le Federation Services. Active Directory Federation Services, c'est ce qu'on appelle du SSO, hein, du Single Sign-On. Alors le SSO, c'est un principe de jeton que tu as sur Internet quand tu te connectes à des applications. Typiquement, quand tu vas sur Facebook, tu te connectes au début, single sign-on, tu te connectes une fois à Facebook, tu te connectes une fois à Twitter, et après, qu'est-ce qu'il y a? On crée un cookie, et à partir de ce cookie, tu n'as plus besoin de taper le mot de passe. D'accord? Tu vas passer d'un domaine à un sous-domaine Facebook. Facebook te demande pas de te reconnecter pour prouver que c'est bien toi. D'accord? Tu vas avoir accès non seulement à la porte d'entrée, le serveur web, mais après, toute la partie applicative, s'il y a des domaines, sous-domaines, tu seras constamment connecté à eux. Tu n'auras pas besoin à nouveau de t'authentifier grâce au token.
Hein, on va faire très très simple. Et c'est pareil, quand tu t'authentifies, tu te connectes via le SSO. C'est-à-dire quoi? On te demande un nom d'utilisateur, un mot de passe quand tu te connectes à ton Windows. Et après, peu importe ce que tu fasses, quelle application tu lances, en fonction des configurations de l'Active Directory, de ton poste de travail ou de ton serveur, tu auras accès à toutes les ressources sans tout le temps t'authentifier. D'accord? C'est le principe du SSO. Donc, en gros, la DFS, c'est un composant du système d'exploitation Windows Server qui va permettre un accès authentifié aux applications web qui ne peuvent pas utiliser l'authentification Windows intégrée, qu'on appelle IWA, via l'AD. Alors, pour gérer l'authentification et valider l'accès, l'ADFS, il va être utilisé comme service d'approbation. Hein, puisqu'on parle d'approbation fédérée, on parle de federal, alors pas fédéral, federated trust, pardon, qui va relier la machine, le client en fait, à l'application cible. D'accord? Donc cette approbation fédérée, elle est conçue pour permettre aux utilisateurs d'accéder à plusieurs applications dans un réseau donné avec un seul jeu d'identifiant. Single sign on. D'accord? C'est le principe. C'est la traduction littérale en anglais. Donc, une connexion à un serveur fédéré établit une relation directe entre une application et un annuaire d'utilisateurs, notamment via LDAP. D'accord? Lorsqu'un utilisateur se connecte à l'annuaire, l'intégration entre celui-ci et l'application lui permet d'accéder aux deux en n'utilisant que les identifiants de l'entreprise. Donc, vous avez compris, la gestion fédérée des entités au sein de l'Active Directory, c'est fonctionnel et ça permet aux utilisateurs de ne pas s'authentifier directement sur chaque application. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre, puisque toi, à la maison, ok, mais tu comprends bien que dans un écosystème d'entreprise, c'est beaucoup plus complexe. Hein, c'est pas que toi sur ton petit PC avec tes petites applications, parce que tes applications, tout est installé en local. À l'inverse, dans une entreprise, ton application, elle tournera pas en local. Hein, elle sera déportée. D'accord? C'est ce qu'on appelle client le lourd, client léger, mais je ne vais pas revenir là-dessus, etc., etc. Donc voilà, c'était quelques petits scripts SMB qui seront utiles pendant vos phases de reco, d'intel gathering, de recueil d'informations, pendant vos CTF. N'hésitez pas à récupérer un maximum d'informations pour savoir où vous allez. D'accord? Si vous faites une mauvaise reconnaissance, une mauvaise énumération, vous avez toutes les chances de foirer votre audit, votre pentest. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une vision objective de ce que vous êtes en train d'attaquer. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.